Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée d'information. Merci d'être là, merci d'être en si grand nombre également. La soirée va se dérouler en 3 temps. D'abord, Catherine, la mairesse, votre mairesse, va venir vous adresser quelques mots. On va ensuite passer la parole à Jean-Philippe, le directeur général de Sainte-Anne-des-Lacs, qui va vous faire la présentation qu'on a prévue ce soir. Et ensuite, il y aura période de questions. Je vous dis tout de suite, période de questions en présentiel, bien sûr. Vous connaissez un peu le principe, ceux qui sont déjà venus, vous vous levez, vous venez au micro, vous vous identifiez. Et on va alterner avec des questions virtuelles aussi parce que on a une diffusion sur Facebook Live actuellement. Il y a des gens qui se sont inscrits et qui voudront sûrement poser des questions. Alors, je cède la parole sans plus tarder à Catherine, la mairesse de Sainte-Anne-des-Lacs. Bonsoir tout le monde. Merci d'être ici encore ce soir en grand nombre. Je crois que les séances d'information qu'on organise sont appréciées des citoyens. Puis je peux aussi vous dire qu'on les enregistre, on les diffuse live. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent live, mais on a aussi beaucoup de gens qui viennent écouter les séances d'information par la suite. Donc, je suis très contente de voir l'intérêt des citoyens pour la municipalité en général. Merci, Louis. Donc, je vais commencer juste en vous parlant de gouvernance, parce que quand j'ai été élue, j'ai parlé de gouvernance. J'ai dit que je venais ici avec le conseil municipal pour faire de la gouvernance. Et de la gouvernance, simplement dit, c'est qu'on fait de la planification. Vous savez, on regarde ce qui se passe dans le futur, mais ce qui s'en vient, mais on veut s'assurer aussi qu'on va avoir les ressources pour faire ce qu'on a planifié. Et donc, la gouvernance, c'est d'arrimer les deux et de s'assurer qu'on va avoir tout au long des années qui s'en viennent les ressources pour faire ce qu'on doit faire. Donc, ce soir, on vous dresse un portrait de la situation financière de la municipalité. En termes de gouvernance, donc, les grands projets à venir. Quand on a adopté au mois de janvier le plan d'immobilisation, on en a beaucoup entendu parler. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Et naturellement, on ne pourra pas tout faire. On va avoir des choix à faire, mais ce n'est pas ce soir qu'on va faire ces choix-là. Ce soir, on prend une photo. On vous présente une photo de la situation et on aura l'occasion d'en discuter. Moi, j'ai mandaté l'administration à sortir toutes les données. Quand on a eu toutes ces données-là, on les a présentées en séance de travail aux membres du conseil municipal qui étaient présents et il a tout de suite été décidé de présenter ces chiffres-là. Donc, tout ce que vous allez voir, ça a été décidé de le présenter à la population. Et donc, sans plus tarder, je vais demander à M. Gadebois de vous présenter l'état des choses. Merci beaucoup. Merci Catherine. Bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, je vous présente ce soir une photo. Là, je pense que l'expression utilisée par Catherine est la bonne de l'état des choses à l'heure actuelle en ce 8 juin 2022. Évidemment, les projets d'immobilisation, ça évolue toujours. Mais je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne à la municipalité, puis ce à quoi on fait face actuellement, puis les décisions que le Conseil auront à prendre là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, je vous parle d'abord du programme triennal des immobilisations. Communément appelé, je vais utiliser l'acronyme PTI là, ce soir. C'est le programme triennal des immobilisations, qui est une obligation en vertu du Code municipal. Donc, chaque municipalité doit adopter un PTI avant le 31 décembre de chaque année financière. C'est un peu particulier, c'est un programme sur 3 ans, mais il doit être adopté à chaque année. Donc, cette année, le Conseil a adopté le PTI 2022, 2023, 2024, et l'an prochain, ce sera 2023, 2024, 2025.
Le PTI, en fait, c'est une intention du conseil d'investir dans des projets ou des programmes. Pourquoi on vous parle de ça ce soir? Parce que l'enjeu majeur, il est là. Le budget de fonctionnement, grosso modo, il y a des augmentations des dépenses d'année en année, mais avec la richesse foncière qui évolue, elle aussi, pour Saint-Anne-des-Lacs, ce n'est pas le cas de toutes les municipalités, mais à Saint-Anne-des-Lacs, on est chanceux, notre richesse foncière évolue d'année en année. Donc, cette évolution-là est capable d'absorber l'augmentation des dépenses du budget de fonctionnement, ce qui n'est pas le cas du PTI. C'est pour ça qu'on vous en parle ce soir. Alors, le rôle du conseil municipal, c'est d'établir pour chaque année du programme un cadre budgétaire. Donc, on regarde tous les projets d'investissement qu'il y a à faire, et là, si on en a pour 10 millions, bien, peut-être que le conseil devrait se poser la question, est-ce que la capacité de payer des citoyens est bel et bien de 10 millions? C'est là où, tantôt, vous allez comprendre la problématique dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle, mais c'est le rôle du conseil de dire, oui, on a X nombre de projets, mais nous, on considère que pour 2022, ce sera 5 millions, pour 2023, ce sera 3 millions, et pour 2024, ce sera 2 millions. Donc, c'est le rôle du conseil de circonscrire le cadre budgétaire pour chaque année du PTI. Et je vous parle ici de catégories. Donc, dans le PTI, il y a des catégories. On va y revenir plus tard. Mais dans le fond, ce qu'il faut retenir à ce moment-ci, c'est que le conseil peut dire pour l'ensemble du PTI, nous, on dit que les investissements maximaux, enfin bref, sont de 5 millions pour l'année prochaine, mais le conseil pourrait aussi décider d'aller dire dans chacune des catégories du PTI, on met 2 millions dans cette catégorie-ci, 3 millions dans cette catégorie-là, et ainsi de suite. Vous allez voir tout à l'heure pour ce qui est des catégories. Quand on fait des projets d'immobilisation, il y a différentes façons de les payer. J'en parle brièvement. Le fonds de roulement est un bel outil qui existe dans le monde municipal qui était très peu utilisé à Sainte-Anne-des-Lacs. Le fonds de roulement, en fait, c'est un peu comme un petit bas de laine dans lequel on peut emprunter, mais on a l'obligation de remettre les sous dedans. Donc, nous, il est rendu, je pense, à près de 700 000 notre bas de laine. Alors, si, par exemple, je prends un exemple très banal, nous achetons un véhicule, 50 000 donc on pige dans notre fonds de roulement, bien, on a l'obligation de rembourser ce 50 000 $-là et la loi prévoit qu'on a un certain nombre d'années pour rembourser. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de frais d'intérêt avec ça et bon an, mal an, d'une année à l'autre, bien, ça n'a pas d'impact sur le taux de taxation parce qu'on s'emprunte, on se rembourse, fait que c'est de l'argent qui tourne et c'est un outil extrêmement pratique. On l'utilise de plus en plus à Sainte-Anne-des-Lacs. Le fonds de parc est constitué de revenus qui proviennent de projets de lotissement. Donc, dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il y a des règles. Quand on fait un projet de lotissement, on doit contribuer pour le fonds de parc. Ce n'est pas un règlement de Sainte-Anne-des-Lacs, c'est dans la loi. Et ça permet de bonifier cette enveloppe-là. Cette enveloppe-là doit obligatoirement être utilisée pour, évidemment, des fins de parc. Donc, ça peut être des aménagements de parc, des modules dans un parc, mais il faut que ça réponde à un objectif d'aménager ou d'entretenir un parc. Le fonds courant, on ne le fait pas à Sainte-Anne-des-Lacs. On n'utilise pas notre fonds courant pour des immobilisations, mais on pourrait le faire. On pourrait réserver annuellement un 50 000 $, un 100 000 $ pour acquérir, par exemple, des équipements. On ne le fait pas par choix, mais c'est une option. Le fonds environnemental, qui est un nouveau fonds, il n'y a pas beaucoup de sous dedans, mais quand même, c'est un fonds qui existe, qui est prévu par règlement dans la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. Donc, ce fonds-là peut être utilisé pour payer des immobilisations dans des dossiers là, de nature environnementaux. Les surplus accumulés, bien évidemment, les surplus. Nous, grosso modo, là, il est autour d'1 million de $, notre surplus accumulé. Il peut être utilisé pour défrayer le coût d'immobilisation. Le fameux règlement d'emprunt, lui, c'est sûr qu'il vient avec des frais d'intérêt. Donc, c'est un emprunt qu'on contracte. Et dans certains cas, bien, ces emprunts-là sont sujets à des contestations citoyennes. Pas dans tous les cas, il y a des exceptions prévues à la loi, mais les citoyens peuvent, dans certains cas, demander la tenue d'un référendum sur un règlement d'emprunt. C'est prévu. Et enfin, les subventions, évidemment, qui peuvent être utilisées pour l'acquisition d'immobilisation.
Pourquoi le PTI a une grande importance et pourquoi on ne peut pas jouer tant que ça avec lui, là? Et quand je dis jouer, c'est que oui, on l'adopte année après année, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les projets d'investissement, les projets d'immobilisation, il faut toujours les prévoir sur 2, 3, puis parfois même 4 ans. Des fois, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais si je prends un exemple que beaucoup de gens connaissent, là, c'est la réfection des chemins Filion et Fournel. C'est un gros projet. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a des communications, il y a des aspects juridiques, il y a les plans de vie. Évidemment, on parle de plusieurs kilomètres de chemin. Donc, c'est un projet qui ne pourra pas se faire sur 1 an ou 2. C'est utopique de penser ça. Donc, à quoi sert le PTI? Bien, à venir placer tous les projets dans l'année en fonction du temps qu'on va avoir besoin pour les réaliser. Donc, on peut croire que le PTI est réadopté d'une année à l'autre puis que le conseil peut remettre en question des projets. Effectivement, légalement, il peut le faire. Sauf qu'à partir du moment où on a dit, par exemple, on refait le chemin X, c'est prévu au PTI, on le refait en 2023, mais ce qui va se passer à l'administration, c'est que nous, on va donner des mandats. OK, on a des études préliminaires à faire, on va faire des tests géotechniques, on doit savoir ce qu'il y a sous le chemin actuel en prévision de le refaire. Donc ça, c'est des contrats qui vont se donner, même si on est très loin de la période des travaux. Donc c'est pour ça que c'est important d'utiliser le PTI de la manière la plus précise possible et d'éviter de rajouter des projets, enlever des projets, changer des projets. On peut le faire, je le répète, mais il faut comprendre que des gros projets sur plusieurs années, il y a beaucoup d'étapes, puis quand on fait ça, bien, des fois, on a gaspillé de l'argent parce qu'on a investi dans un projet qui finalement, il ne voit pas le jour parce que 2 ans plus tard, on décide qu'on ne refait pas ce chemin-là et vice-versa. Si une année, on dit « Ah mon Dieu, ça, ce chemin-là, il est urgent, mais on n'avait pas commencé », bien, on est en retard. Puis c'est exactement ce qui se passe sur le chemin des Pensées avec le ponceau défoncé. Nous, on le savait que ça s'en venait, mais on n'était pas prêt. Et là, il s'est effondré et là, on doit fermer le chemin. Les plans de vie n'étaient pas prêts, les études n'étaient pas prêtes, donc là, on a un chemin fermé parce qu'il faut travailler vite pour faire les études, faire les plans et devis qu'idéalement, on aurait fait faire plus tôt. Ce qui est très important avec la question des projets d'immobilisation, c'est que nous, on va toujours avancer l'argent. Donc, on a un projet à faire, on a un chemin à faire, on va avancer l'argent. On paye les entrepreneurs. Notre règlement d'emprunt est accepté. Là, je parle dans le cas ici d'un règlement d'emprunt. Notre projet est accepté, nos plans et devis ont été faits, le règlement d'emprunt a été accepté au ministère des Affaires municipales, on est allé en appel d'offres, on fait les travaux, nous, on paye les entrepreneurs. Donc, on ne paye pas d'avance, mais on n'a pas encore reçu les sous du ministère. On n'est pas allé faire financer notre règlement d'emprunt. Donc, on fait les travaux. Une fois que les travaux sont complètement terminés, là, on retourne voir le ministère des Affaires municipales et on dit, voilà, l'objet de notre règlement d'emprunt, c'est-à-dire la réfection du chemin X, Y, Z, est terminée. Ça a coûté tant. Maintenant, on a besoin de recevoir les sous. Et là, on reçoit les sous. À partir de ce moment-là, l'impact sur le taux de taxe se fait l'année d'après. Donc, je fais ça simple. Si cette année, on refait le chemin X, Y, Z en 2022, on réussit à le finir avant la fin de l'année. On va à Québec, ministère des Affaires municipales, ça a coûté 575 000, on a besoin des sous. Le ministère fait ce qu'il faut pour nous remettre les sous. L'impact sur le taux de taxe va se faire sentir en 2023. Donc, vous voyez que la planification prend beaucoup d'espace. Ça peut paraître simple, mais ça ne l'est pas parce que, évidemment, si nos années sont débalancées, ça va débalancer les hausses de taxes. Si on fait énormément de projets en 2022, mais qu'on en fait très peu en 2023, bien évidemment, ça fait ça avec le taux de taxation et c'est ce qu'on veut éviter de faire. Donc ça, c'était le petit cours 101 sur le programme triennal des immobilisations. Maintenant, le Conseil, la semaine prochaine, au Conseil municipal, va adopter une politique relative aux projets d'immobilisation qui viennent un peu baliser comment on gère tous ces fameux projets-là. Et là, c'est ce qui, je pense, vous intéresse ce soir. Donc, d'entrée de jeu, chaque projet d'immobilisation est important. Mais, puis ça, je pense que tout le monde va être d'accord, la capacité de payer des contribuables est limitée.
Et pourquoi je dis ça? Bien, parce que tout le monde dans Sainte-Anne-des-Lacs tient à un ou plusieurs projets d'immobilisation. Tout le monde. Mais tout le monde peut aussi remettre en question le projet de quelqu'un d'autre. Ça, c'est une réalité, c'est humain, c'est normal, c'est sûr. Si moi, je n'utilise jamais le chemin des Loriots, ça se peut que ça me dérange de payer pour sa réfection. C'est tout à fait normal. Mais c'est là où ça devient complexe à gérer, mais c'est là que je pense qu'il faut prendre un pas de recul, se dire un instant, je pense qu'il faut admettre que tous les projets sont importants. Maintenant, il faut se dire ça, tous les projets sont importants. Maintenant, parfait, la capacité de payer est limitée, comment on gère ça? On gère ça avec une nouvelle politique qui va prévoir un outil de catégorisation des projets. 8 catégories dans cette politique-là. 4 qui ont rapport à des chemins, puis 4 qui ont rapport à autre chose. Donc, la catégorie rouge, projet relatif à un enjeu de sécurité, à une obligation légale ou réglementaire. Bon, un enjeu de sécurité, c'est facile, là. On a un mur de soutènement, il est en train de s'éroder, il va peut-être tomber. C'est un enjeu de sécurité. Une obligation légale. C'est quoi l'exemple, Jean, que j'ai donné tout à l'heure? Oui, du drainage. Donc, le Code civil prévoit qu'une municipalité ne peut pas diriger ses eaux de ruissellement le long d'un chemin chez quelqu'un, puis juste faire comme « arrange-toi avec mon eau ». Ça, c'est prévu dans le Code civil. On a une obligation de gérer l'eau de ruissellement qu'on envoie sur une propriété privée. Donc ça, c'est une obligation légale parce qu'un propriétaire pourrait nous poursuivre en disant « votre fossé, il envoie l'eau chez moi, ce n'est pas permis en vertu du Code civil, je vous poursuis, puis c'est clair qu'il y aurait gain de cause parce que nous, on doit avoir une infrastructure pour gérer cette eau-là. » Ça, c'est un exemple d'obligation légale. Un projet relatif à un enjeu environnemental, ce qui me vient en tête spontanément à Sainte-Anne-des-Lacs, les barrages, les bassins de sédimentation. On va en reparler tout à l'heure, mais on a un gros besoin de bassins de sédimentation à Sainte-Anne-des-Lacs pour éviter d'envoyer du sable, de la petite roche, des cochonneries dans nos lacs. Donc, c'est la catégorie orange. Ensuite, chemin collecteur, Filion-Fournel, c'est un bon exemple. Chemin collecteur secondaire, on pourrait mettre là-dedans, par exemple, le chemin des Merisiers, chemin des Noyers. Donc, on parle de chemins qui vont venir desservir d'autres plus petits chemins. Donc, ce n'est pas un chemin collecteur, mais on les catégorise dans les chemins collecteurs secondaires. Le chemin local, ça, c'est les fameux petits chemins sans issue, là, marronniers, martinets, moucherolles, là, ce genre de chemins-là, qui, la majorité du temps, sont un cul-de-sac. Donc, c'est nos chemins nos chemins locaux. Projet de réfection, mise aux normes des chemins en gravier, on en a à Sainte-Anne-des-Lacs, plusieurs. Fut un temps où ces chemins-là devaient être asphaltés à l'intérieur d'un certain temps, puis là, bien, de toute évidence, on n'y arrive plus. On pourra en reparler tout à l'heure, mais on les a mis dans une catégorie quand même. Projet relatif au milieu de vie, aménagement d'un jeu d'eau, aménagement d'un nouveau parc. Ce n'est pas prévu à Sainte-Anne-des-Lacs, un nouveau parc, là, mais il faut le prévoir. Donc, parce que, je le répète, si le conseil décide une année de dire l'an prochain, on va investir 5 millions de dollars dans des projets d'immobilisation, le conseil a le loisir de venir dire je mets 1 million dans le rouge, j'en mets pas dans l'environnement, je mets 1 million dans le jaune. Bon, vous comprenez, mais pourrait dire non, on met 5 millions dans le rouge. Ça c'est l'affaire du conseil, ça ne me regarde pas. C'est strictement d'ordre politique. Donc, projet relatif à un milieu de vie, il n'y en a pas à l'heure actuelle, mais il faut le prévoir. Si une piscine municipale, un aréna municipal, ce n'est pas le cas, ça rentrerait dans la catégorie gris. Et la catégorie noire, projet relatif à l'acquisition de propriété, bien, on en a acquis dans les derniers temps il y a certains dossiers à l'heure actuelle, certains propriétaires qui voudraient que la municipalité investisse dans des propriétés. Donc, il faut les mettre quelque part, ces propriétés-là, ces projets-là sont dans la catégorie noire. À l'heure actuelle, je le répète, aujourd'hui, mercredi 8 juin 2022, notre petite liste, si petite soit-elle, compte pour 34 millions de projets. Je suis convaincu que tout le monde ici va convenir que ça n'a pas de bon sens. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Il y en a trop. Il y en a trop, mais cette petite liste-là, on ne l'a pas inventée. C'est des demandes citoyennes, il y a certaines problématiques rouges qui n'étaient pas... puis, c'est drôle, hein, tout à l'heure, on a dit on vous présente une photo aujourd'hui de la situation. Il y a une situation qui est arrivée cet après-midi. Chemin des Tournesols, un mur de soutènement qui a été... qui est inadéquat, ça ne fonctionne pas, il n'est pas dans la liste. Déjà, là, aujourd'hui, là, mur de soutènement sur le chemin des Tournesols va être ajouté à cette petite liste-là. Donc, cette liste-là, elle est vivante. Elle s'allonge malheureusement beaucoup trop vite pour notre capacité à régler des projets qui sont là-dedans. Et c'est de ça dont on voulait vous entretenir ce soir. Et ce qui est préoccupant aussi, puis on va y venir un petit peu plus loin, là, si je prends la catégorie rouge, enjeux de sécurité, obligations légales ou réglementaires, on en a pour 8,9 millions, mais il y a aussi 5 projets dans cette catégorie-là qu'on le sait qu'il faut faire, mais on n'a même pas les données encore. Parce que évaluer des projets, ça peut paraître simple, là, mais des fois, refaire un mur de soutènement, ça demande du temps. Là, on doit demander à des professionnels de venir sur place. Fait que là, à l'heure actuelle, dans la catégorie rouge, on a 5 projets qui sont dans la liste, qui ne sont pas chiffrés. Puis même chose dans la catégorie orange. J'ai eu les chiffres cet après-midi. Là. On ne les a pas mis dans la projection. Là. Mais il y a 3 projets, on le sait qu'il faut les faire. Puis c'est des bassins de sédimentation pour protéger la qualité de l'eau des lacs. Quand j'ai fait ça, on n'avait pas les chiffres. Là, on les a, mais vous comprendrez qu'on n'est pas venu jouer dans la présentation. Les chemins collecteurs, 8,9 millions. Les chemins collecteurs secondaires, 1,2 million. Les chemins locaux, 550 000 $. Les projets de réfection de mise aux normes de chemins de gravier, 8,5 millions. Puis l'acquisition de propriété, 5 millions. Il n'y a pas tout là-dedans. Là. Ça, c'est la liste maintenant. Le chemin des Lilas, mettons. Le chemin des Lilas, il n'est pas dû à être refait, en tout cas, que je sache. Mais éventuellement, il va devoir l'être. Il n'est pas là, là. Fait que quand je dis que la liste, elle est vivante, bien effectivement, aujourd'hui, il y a ces projets-là. Je vous ai parlé du muret sur le chemin des Tournesols tout à l'heure, qui va éventuellement s'ajouter. Puis dans 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, on va ajouter le chemin des Lilas. Puis on va ajouter le chemin des Cardinaux. Puis parce que c'est sûr, les infrastructures se dégradent. Donc, là, c'est le portrait en date d'aujourd'hui. Vous allez vous poser la question, c'est bien beau, mais si on a 8 projets dans le rouge, comment on fait pour choisir lesquels vont être plus importants, plus urgents? C'est une bonne question. On a établi 3 facteurs. L'arrimage de plusieurs projets, c'est-à-dire, si par exemple, là, je prends un des exemples faciles, on a 2 chemins locaux à refaire. Les chemins locaux, là, je ne me souviens plus de la couleur, c'était bleu pâle, je pense. 2 chemins locaux à refaire. État de dégradation d'infrastructures sont dégradés pas mal au même niveau, là, c'est-à-dire que les 2, il faut les refaire. Nombre de personnes impactées, à peu près le même nombre de propriétés sur les 2 chemins, mais il y en a un des 2 qui a besoin d'un bassin de sédimentation. Bien là, on va prioriser celui-là, parce qu'on vient régler 2 problématiques. On règle le chemin, on le refait, et on vient régler le bassin de sédimentation. Donc, vous voyez un peu l'exercice qui est fait à l'intérieur de chaque couleur. Je reprends un autre exemple. On a 2 chemins locaux à refaire. Il y en a un qui sont dans le même état de dégradation. Il y en a un qui dessert 3 propriétés, l'autre en dessert 10. Un peu comme Hydro-Québec a procédé quand ils nous ont rebranché la semaine dernière. Bien évidemment, on va aller intervenir en premier sur le chemin qui dessert 10 propriétés. Donc, c'est ces 3 facteurs-là qui vont être utilisés pour départager les projets à l'intérieur de chacune des catégories. Maintenant, ça, c'était la politique qui va être adoptée par le Conseil pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, à l'intérieur des projets d'immobilisation. La situation actuelle, je vous ai montré des chiffres tout à l'heure. Ce qui a été adopté en janvier dernier par le Conseil municipal, donc le PTI qui a été adopté en janvier dernier. Voici ce qu'il contient. Donc, les couleurs, la catégorie, c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Et si je reprends un peu les explications que je vous ai données,
Ça ici, c'est ce qu'on réalise en 2022. On les finance en 2022. Donc, l'impact sur le taux de taxe, il est en 2023. Donc, si on fait vraiment pour ces projets-là qui sont là dans la première section en haut, qui coûtent vraiment ça, puis qu'on les finance vraiment avant le 31 décembre 2022, bien, au taux de taxe, pas au taux de taxe, mais dans notre service de la dette de 2023, on va venir ajouter 262 200 $. C'est un peu ça le raisonnement. Même principe en 2023. Donc, si on fait tous ces projets-là, que vous allez probablement reconnaître là, pour la plupart, si on fait tous ces projets-là en 2023, ils auront un impact sur le compte de taxes en 2024, mais déjà là, tout à l'heure, je vous disais l'importance d'essayer d'avoir un certain équilibre d'une année à l'autre. On voit qu'en 2023, on va aller ajouter 262 000 $ sur le service de la dette, mais en 2024, on va aller ajouter 900 000 $ sur le service de la dette. Donc ça, c'est le genre d'information qui est importante. Si on ne veut pas que les hausses soient en dents de scie comme ça, bien, idéalement, il faut essayer de mieux répartir nos projets. Des fois, ce n'est pas possible. Tu sais, on le sait, Filion-Fournel, c'est un gros projet, ça va coûter cher. D'ailleurs, sur ce tableau-là, vous voyez qu'il se retrouve en 2 années, là, parce que c'est clair qu'on ne réalisera pas l'objet du règlement en 2022 au complet. Donc, il y aura une partie en 2022, une partie en 2023. Puis on espère qu'il n'y en aura pas en 2024. Évidemment, ce soir, moi, je ne voulais pas revenir sur chacun de ces projets-là. Ils ont déjà été adoptés de toute façon dans le PTI par le Conseil. Peut-être juste des gens qui vont se questionner, là, financement, règlement 491. Vous voyez, il y a 1 de 2 ici, puis 2 de 2 là. Je vous explique ce que c'est ce règlement-là. Ça pourrait s'apparenter à ce qu'on appelle un règlement d'emprunt parapluie au ministère des Affaires municipales. Normalement, quand on fait un règlement d'emprunt, c'est pour un objet précis. Donc, je refais le chemin des Loriots, je fais un règlement d'emprunt et l'objet de ce règlement-là, c'est de refaire le chemin des Loriots. Je ne peux pas faire autre chose dans mon règlement d'emprunt. Un règlement parapluie, excusez-moi l'expression, c'est un genre de melting pot. C'est prévu depuis quelques années par le ministère des Affaires municipales. Quand on a bien des choses à faire, mais qu'on a de la difficulté à l'identifier clairement dans notre règlement. Ce règlement-là, il a été adopté en 2020 par le conseil municipal parce qu'à Sainte-Anne-des-Lacs, il y a une petite particularité. On n'avait pas de plans et devis sur nos chemins, bien que la loi prévoit qu'on est supposé en avoir. Donc, on a fait un gros blitz, si je puis dire, en 2020. On a pris un gros règlement d'emprunt de 800 000, 400 000 ici, 400 000 là, et on a fait faire de l'arpentage sur plusieurs kilomètres de chemin. Donc, pour essayer de prendre un petit peu d'avance, quand je vous montrais tout à l'heure que dans la première étape dans un projet d'investissement majeur, c'est de faire des études préliminaires, bien, de l'arpentage s'en est. Avant de refaire un chemin, là, la première étape, là, c'est d'avoir un plan d'arpentage pour savoir, mon chemin, il est-tu à la bonne place? Est-ce que j'ai des gens qui empiètent? Est-ce que j'empiète chez des gens? Donc, ce règlement d'emprunt-là, 491, on a fait un blitz. On a fait beaucoup d'arpentage sur beaucoup de chemins à Sainte-Anne-des-Lacs pour avoir des données, en se disant, quand on sera éventuellement rendu à la réfection de ces chemins-là, bien, on aura pris un peu d'avance. On ne fera pas ça souvent, là, on l'a fait en 2020, mais quand je disais tout à l'heure, on a un règlement d'emprunt, on fait les travaux, on demande le financement et ça a un impact au taux de taxe. Bien, à l'heure actuelle, dans le règlement 491, on dépense, mais on n'est toujours pas allé au ministère des Affaires municipales pour dire on a fini de dépenser, on veut les sous. C'est pour ça qu'il apparaît là. Fait que c'est un règlement d'emprunt qui est ouvert. Ceci dit, là, on veut le fermer, là, parce qu'à un moment donné, c'est le fun de traîner ça, là, puis de passer des factures d'arpentage, puis de plans et devis. Mais là, notre objectif, ce serait en 2022 d'aller chercher une première tranche du financement, puis en 2023, une deuxième tranche. Je vous dis un secret, ça se pourrait qu'on décide d'aller tout chercher les sous en 2022, compte tenu du débalancement qui est là, pour essayer de dire, OK, on va enlever ce 400 000-là pour l'année 2023. Parce qu'on a investi beaucoup dans ce règlement d'emprunt-là. Il y a eu énormément d'arpentage dans les dernières années, mais depuis 2020, là, sur nos chemins. On a fait faire beaucoup de plans et devis sur plusieurs chemins. Donc, je pense qu'on serait peut-être dû là, en 2022
de fermer ce règlement d'emprunt-là, d'aller chercher les sous à Québec, et l'impact se fera au taux de taxe en 2023. Donc ça, c'est le portrait actuel, c'est ce qui a été voté par le conseil municipal. Je l'ai dit en introduction, c'est une intention. Ceci dit, là, tout ce qui est en gris, à l'heure actuelle, là, il y a déjà des mandats qui ont été donnés, octroyés. Donc, je dis toujours l'expression, là, c'est déjà dans la machine à saucisses. Fait que c'est sûr que si on dit demain matin, je ne sais pas moi, le ponceau chemin de la Flore, on va le repousser. Bien, on peut le repousser, là, mais nous, on a des ingénieurs qui travaillent sur les plans et devis, là. Fait que là, à un moment donné, c'est là où la planification devient extrêmement importante. Puis quand on change d'idée en cours de PTI, ça peut poser certains problèmes. Puis l'autre exemple, tout à l'heure, je disais, des fois, on prévoit des choses. Vous voyez, nous, on avait prévu le ponceau chemin des Pensées, on l'avait prévu en 2023. Vous comprendrez que là, on a devancé le projet, mais dans le PTI, il avait été adopté comme ça parce qu'on le savait que ça s'en venait. Donc ça, c'est le portrait pour 2022-2023. Alors, petit scénario. Imaginons que d'ici 2026, et là, les données qui sont là, on pourrait en parler pendant longtemps. Je ne suis pas actuaire de formation, donc je suis conscient que c'est un terrain glissant. Mais bon, dans la vie, il faut essayer de se projeter. Alors, ce qu'on a fait, on a anticipé une augmentation de la richesse foncière de 8 d'ici 2026. Là. OK? Ce n'est pas beaucoup, mais on reste prudent. On se dit, puis ça aussi, il y a des gens qui vont dire « Ah, tu es à côté de la traque, c'est sûr que ça va augmenter. » Ça se peut. Mais disons, hypothétiquement, les taux d'intérêt sur nos emprunts restent à 3 Il faut comprendre que nous, on a quand même des taux très préférentiels. Quand on emprunte, nous, on passe par le ministère des Affaires municipales, puis ça coûte millions quand même. Mais bon, ça se pourrait que ça soit plus. Si la croissance des dépenses de fonctionnement est à 15 ça, c'est le budget municipal, là, les salaires, le papier, ce genre de choses, l'électricité. Si la croissance des droits de mutation immobilière est à 3 d'ici 2026, ce n'est pas beaucoup, mais je suis resté prudent dans l'exercice. Si la croissance de notre catégorie autres revenus, là, des subventions, des tarifications, des constats d'infraction, tout ce genre d'affaires-là, est à 6 et si nous réalisons tous les projets que je viens de vous montrer plus haut, si on fait tout ça, puis que ça coûte ce qui est écrit là, l'impact que ça aura sur le taux de taxe, le voici. Donc, 2022, ça, c'est une hausse que vous connaissez déjà. Puis là, bien évidemment, on peut jamais... j'ai pris une maison moyenne à Saint-Anne-des-Lacs pour l'instant, mais je pense que ça va augmenter. Là. Une maison moyenne, c'est 350 000 $. Donc, si le scénario que je viens de vous présenter se réalise vraiment, et on le sait que ça risque de ne pas être tout à fait ça, la vie étant ce qu'elle est, augmentation de taxes de 8 en 2023, 304 $. Augmentation de taxes à 11,8 en 2024. Puis là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est bizarre, parce qu'on investissait plus. Vous avez raison. C'est qu'en 2024, et c'est pour ça qu'il y a une ligne orange, il y a un nouveau rôle d'évaluation foncier. Donc, on sait que nos maisons vont prendre probablement, si on regarde ce qui se fait ailleurs, beaucoup de valeur. Donc, l'augmentation de taxes va être plus petite, mais évidemment, ça va nous coûter tous plus cher parce que nos maisons vont prendre de la valeur. Donc, c'est pour ça que ça fait un peu bizarre au niveau des chiffres, là, mais ça, il faut toujours le garder en tête. Et là, 2025-2026, vous allez dire, ah, ben, c'est pas si pire, là, tu as un coup à passer, on en a pour 2 ans, mais il faut faire attention. Là. Moi, à l'heure actuelle, là, sur ma table à dessin, je n'ai aucun projet d'immobilisation pour 2025 et 2026. Il va en venir. Donc, c'est pas. Là, ça, c'est des chiffres qui incluent juste les autres données que je viens de vous montrer précédemment, là, ça ici. Fait que ça, c'est beau. Quand je vous disais tout à l'heure, l'impact, la variation dans le budget de fonctionnement, elle est marginale, bien, on le voit là. 55 $, tout le monde peut bien vivre avec ça en 2025. Mais si on vient rajouter notre liste interminable de projets d'immobilisation, c'est là que ça ne marchera plus. Et moi, à l'heure actuelle, on vous disait qu'on vous montrait une photo aujourd'hui. En 2025, en 2026, je n'en ai pas de projet, mais je le sais qu'il va en avoir. Et ça, c'est la prochaine diapo. Ça ici,
C'est la liste de tous les projets qui n'ont pas d'année de réalisation. On le sait qu'il faut le faire, ou on le sait qu'ils ont été promis dans le passé, peu importe, là. Ils ont figuré sur un plan quinquennal des chemins qu'on n'utilisera plus. On va plus travailler avec le PTI, qui est une obligation légale. Mais on le sait que tout ça, bien, on le sait. Là, évidemment, moi, ce soir, je n'ai pas l'intention d'ouvrir un débat sur la nécessité ou non de construire ou de rénover l'hôtel de ville. Ce n'est pas l'objectif. Évidemment, on peut en discuter. Puis ça, bien, encore là, ces discussions-là reviendront au conseil municipal et je vous invite d'ailleurs à en discuter avec les membres du conseil municipal. Mais quand je vous disais, nous, à l'administration, on a une liste. On garde à jour une liste des projets. Je vous parlais tout à l'heure du chemin des tournesols, du mur de soutènement. Bien là, il va s'ajouter. Demain, là, on va rouvrir notre liste. On va l'ajouter problématique de mur de soutènement sur le chemin des tournesols. Puis dans 2 semaines, il va peut-être s'en ajouter d'autres. Puis bon. Puis je vous parlais tout à l'heure d'autres chemins. Lila, à ce que je sache, tout va bien avec le chemin des Lilas, mais peut-être que dans 6 mois, 2 ans, 3 ans, il va arriver des problématiques, puis whoop, soudainement, il va se retrouver sur cette liste-là. En introduction, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des projets qu'on n'était pas capable de chiffrer à l'heure actuelle. Bien, ils sont dans le bas de la liste. Donc, ceux dans le haut de la liste, ils sont chiffrés, mais on n'est pas capable de dire quand est-ce qu'on va le faire. Et ceux dans le bas de la liste, bien, non seulement on n'est pas capable de dire quand est-ce qu'on va le faire, mais en plus, on ne sait même pas combien ils vont coûter. Donc, je le répète, c'est une liste qui est vivante, mais on doit essayer de planifier sur 2, 3, 4, même idéalement 5 ans. Parce que si je prends le bassin de sédimentation 908 chemin Sainte-Anne-des-Lacs, si le conseil dit bien, on débloque le budget pour le faire, bien parfait, nous on part. On donne ça, on donne des mandats, études géotechniques, plans et devis. Mais si l'année prochaine, on me dit on ne le fera plus finalement, pas de problème. Le conseil peut prendre cette décision-là, mais on a fait travailler des gens et on a dépensé des sous. Donc, c'est là où je reviens avec mon PTI. C'est important. C'est important d'essayer de conserver ce qui est là-dedans. Puis quand on met des choses dans le PTI, on se dit qu'on va le faire, bien, on va le faire. Toujours en faisant nos calculs, puis en se disant, bien, est-ce que l'impact chez les citoyens, il est réaliste et acceptable? Et ensuite, bien, en fait, ensuite, ça deviendra dans les mains du conseil. Qu'est-ce que le conseil va pouvoir étudier? Parce que probablement que la question vous brûle les lèvres. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y en a trop. Effectivement, il y en a trop, mais je l'ai dit, tous les projets sont importants. Chaque personne ici tient probablement à un projet qui est dans cette liste-là. Alors, ce n'est pas moi qui va décider si on donne les sous ou pas pour faire un tel projet ou un autre projet. Ce sera le travail du conseil municipal. Mais la raison pour laquelle on est ici ce soir, c'est que quand le conseil a pris connaissance de ce que je viens de vous présenter là, a dit bien, les citoyens doivent prendre connaissance de ça, parce que collectivement, c'est une problématique avec laquelle on se retrouve tous et toutes. Donc, des pistes de solutions, il y en a. Moi, on m'a toujours appris qu'il faut arrêter de regarder la colonne des dépenses, il faut regarder la colonne des revenus. Il y a différentes options. Prends une petite gorgée d'eau. Bon, les subventions, évidemment. Les subventions, il n'en pleut pas, mais il y en a. Ça demande du temps. Les subventions, je viens d'en terminer une là, pour l'hôtel de ville. Là, ça m'a pris une 20aine d'heures là, à préparer. Pendant que je faisais ça, je ne faisais pas autre chose. Mais c'était important. Donc, les subventions, c'est là, mais c'est beaucoup de temps. Le taux de taxation varié, ce n'est pas en vigueur à Sainte-Anne-des-Lacs. C'est un choix historique. Taux de taxation varié, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est qu'à Sainte-Anne-des-Lacs, il y a un seul taux de taxation. Tout le monde est taxé de la même manière. Les taux de taxation variés, là, les gens disent que c'est une taxe commerciale, c'est pas comme c'est la façon de le dire, là, mais ce n'est pas ce que c'est. C'est qu'il y a différentes catégories de taxation et tout le résiduel, c'est considéré comme du résidentiel. Ils ont un taux de taxe. Puis les autres strates avant ont un autre taux de taxation.
Donc, c'est ce qu'on peut appeler la taxe commerciale, là, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il n'y a pas ça à Sainte-Anne-des-Lacs. Donc, si moi, j'ai un édifice commercial qui est évalué à 500 000 je paye exactement le même montant de taxes que si j'ai une maison avec des chambres à l'intérieur qui vaut 500 000 C'est la même chose. Le taux de taxation varié permet d'imposer un bâtiment qui n'est pas résidentiel à un taux plus élevé. Zone commerciale à développer, oui et non, c'est une solution qui peut être intéressante. Le problème qu'on a à Sainte-Anne-des-Lacs, c'est qu'on n'a pas d'égout, pas d'aqueduc. Donc, ce n'est pas si simple que ça de développer du commercial, malheureusement. Mais le conseil tergiverse là, avec certaines options, il y a peut-être des moyens de faire quelques petites affaires, mais c'est sûr qu'on va toujours rester limité si on n'a pas d'égout, pas d'aqueduc. Puis égout, aqueduc égale investissement, projet d'immobilisation. Hein? Tout est dans tout. Et l'autre PICO, revoir les pratiques en matière de réfection de chemin. Oui, cela dit, de la réfection de chemin, ça coûte cher, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire? Le resurfaçage, il y a toutes sortes de... laisser certains chemins en gravier, fait que ça, encore là, c'est une façon de réduire la facture, mais évidemment, il y a toujours des impacts à ça. Resurfacer, j'en parle vite. Le ministère des Transports l'a fait sur le chemin Sainte-Anne-des-Lacs. Vous avez vu qu'après un hiver, mais à court terme, ça n'a pas coûté cher. Le ministère n'avait pas le budget pour refaire le chemin. À court terme, Catherine dit toujours, c'est de mettre du glaçage sur un gâteau brûlé. Évidemment, on peut mettre du glaçage sur un gâteau brûlé. Ça paraît bien. Sauf que quand les gens y goûtent, par exemple, il y a un goût différent, le gâteau. Puis c'est décevant. Puis finalement, on le jette, le gâteau, parce qu'on n'a pas envie de le manger. Donc, mais à court terme, c'est une façon d'améliorer le roulement, d'améliorer la route. Donc, mais ça, c'est des choix. Hein, je veux dire, ce qui s'est fait sur Sainte-Anne-des-Lacs, on va se dire, c'est une commande politique. Là. Les gens, la députée était tannée d'entendre Sainte-Anne-des-Lacs dire quand est-ce que vous allez refaire le chemin. Puis là, il y a eu des discussions dans une tour à Québec, puis ils ont débloqué un budget en disant faites un resurfaçage, puis on va avoir l'esprit tranquille pendant 2-3 ans. Donc, c'est une manière de faire. Voilà, donc je pense que ça nous mènerait... Ah oui, dernier élément avant la période de questions, parce que certainement que la question viendra tout à l'heure. Qu'en est-il de la dette? Puis moi, je ne tiens pas à partir un débat ce soir sur la question de la dette puis sur l'endettement. Là, je pense qu'il peut y avoir dans la salle toutes sortes de visions différentes de ce qu'est une dette puis de c'est quoi une dette correcte. Ou c'est quoi une trop grosse dette. Mais je veux quand même vous montrer cette diapo-là qui donne des informations intéressantes. Donc, on voit qu'à Sainte-Anne-des-Lacs, l'endettement total est à 33 sous du 100 d'évaluation. On est les plus bas dans la MRC des pays d'en haut. On peut être heureux de ça, mais en même temps, je viens de vous montrer pour 34 millions de dollars de projets à faire. Fait que, je ne sais pas si notre taux d'endettement bas est une si grande fierté que ça. Je vous laisse répondre à la question. Mais moi, quand j'ai dans ma liste 34 millions de projets à faire, je me dis on est peut-être pas mal plus endetté qu'on le pense. Mais c'est moi qui dis ça. Et ce que je souhaiterais vous dire aussi, Morin Heights, là, pour ne pas les nommer, une municipalité très en santé sur le plan financier, ça va bien leurs affaires, ils ont des belles infrastructures, des beaux bâtiments municipaux, sont à 1,48 du 100 d'évaluation. Donc, je ne dis pas qu'il faut se rendre là, mais je pense qu'entre 1,48 et 33 sous, il y a quand même un bout de chemin intéressant. Je ne dis pas non plus qu'il faut se rendre à Sainte-Adèle. Sainte-Adèle est réputée pour être très, 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 très endettée. On le voit ici. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Est-ce qu'il faut se rendre là? Je ne pense pas. Mais on peut se poser des questions. Puis, notre taux de taxation, ça, à chaque fois que je présente le budget en décembre, je reviens avec cette diapo-là, mais encore là, on le voit, là, on est à 59 sous là, du 100 d'évaluation. Il y a Piémont qui est plus bas que nous, Saint-Sauveur qui est plus bas que nous. Piémont, la chance qu'ils ont, si je puis dire, parce qu'il y a moins de population à Piémont, puis leur richesse foncière, elle est plus basse.
mais ils ont des revenus. Quand je vous disais tout à l'heure, il faut voir la colonne des revenus de manière différente. Quand tu as 2 stations de ski sur ton territoire, là, je ne sais pas c'est quoi le compte de taxes du Mont Avila, là, mais ça doit être assez salé. Tu as un beau revenu, ça doit payer un employé à temps plein à la municipalité. Fait que c'est sûr que ça fait une différence. Ces revenus-là, on ne les a pas à Saint-Anne-des-Lacs, puis on les aura probablement jamais. Oui, on peut peut-être développer une petite zone commerciale, mais Piémont ont de l'égout de l'aqueduc. Donc, juste la zone commerciale sur la 117 est une source de revenus fort intéressante qui leur permet d'avoir un taux de taxation assez bas. Je pense que nous serions rendus à la période de questions. Merci beaucoup. Merci. Pour la période de questions, quelques petites choses, je vous rappelle. On va le faire en alternance entre le présentiel et le virtuel parce qu'on diffuse actuellement sur Facebook Live. Et il y a déjà des questions qui sont rentrées par rapport à la présentation qui sont entrées de façon virtuelle. Donc, on va alterner une personne en présentiel, une personne en virtuel. Je vais lire la question et évidemment, Jean-Philippe va vous donner la réponse par rapport à ça. On vous demande de venir à l'avant ici, de vous identifier pour poser votre question. Essayez de la garder la plus courte possible, pas trop de préambule élaboré pour donner la chance à plus de personnes de s'exprimer. C'est ça le but. Bon, je vous le dis parce que je suis obligé de vous le dire, mais vous êtes des gens extraordinaires. On sait, respect, politesse, civilité, c'est de mise, bien sûr. Je n'ai pas de problème avec ça. Et je vous dis tout de suite que demain soir, il y aura un débriefing de la rencontre de ce soir par le conseil municipal dans sa séance de travail du jeudi. Et tout ça, pourquoi? Pour s'assurer qu'on tient compte des préoccupations, qu'on tient compte des questions, bien entendu, et ça, je tenais à vous le dire. Alors, est-ce qu'il y a une première question en présentiel, s'il vous plaît? OK, on a une question en virtuel. Elle nous vient de Lucie Grace Réau-Leblanc. Elle demande en quelle année la réfection du chemin du sommet au lac Parent. En quelle année c'est prévu? Oui, si c'est prévu, Ben, à la lumière de ce qu'on a vu, bien entendu. en fait, la réfection, la vraie réponse, c'est que ce n'est pas prévu. À l'heure actuelle, là, aujourd'hui, 8 juin, la réfection du chemin des sommets, Du sommet, oui. N'est pas prévue. Ça viendra éventuellement, là, mais à l'heure actuelle, c'est pas. C'est pas prévu. Non. Il ne tombe pas dans la catégorie, par exemple, rouge, où il y a des questions de sécurité ou des questions légales Non. ou des questions. Parfait. Est-ce qu'il y a une autre question de la part de la salle, s'il vous plaît? Oui, j'ai juste monsieur là ici avant vous, puis après ça, c'est à votre tour, monsieur. Peu importe le parcours, l'important, c'est d'arriver. Bonsoir à vous deux. Vous m'excuserez, je suis arrivé un peu en retard. J'ai complètement oublié que la réunion débutait à 19h. J'ai une question, mais j'ai plutôt un commentaire. C'est la troisième, je crois, de 4 séances d'information, consultation que vous aviez. Il serait vraiment, je sais pour les gens qui sont en ligne, c'est peut-être, ils sont en mesure. Moi, j'aime la présentielle. Ça serait vraiment un avantage si vous pouviez nous remettre une copie de ce que vous allez projeter, surtout les chiffres d'avance. Parce que c'est extrêmement difficile de suivre. Marc bien, je suis assis en arrière, parce que je suis arrivé en retard, mais je ne suis pas capable de lire aucun de vos chiffres. Alors, malheureusement, là, ça empêche la dynamique au niveau de l'appréciation des informations que vous aviez à nous donner. Alors, c'est pour la suivante. Je pense qu'il y a un autre la semaine prochaine ou dans quelques semaines. Si vous étiez en mesure d'au moins nous remettre une copie des chiffres, là, ça faciliterait beaucoup la démarche. Absolument. J'ai retenu, par contre, votre dernier commentaire, M. Gadebois. Donc, on évalue pour les 2 prochaines années un emprunt de l'ordre de
Vous aviez dit tantôt quoi, 34 millions? Non. Non. En fait, si je recule, Dans l'étoile spéciale sur le budget Ben- 2022-2023, je pense que ça se totalisait autour de 24 millions. en fait, si on prend tous ces projets-là, plus, excusez, là, ça se promène, mais plus ceux-là, on est à 34 millions. 34 millions. Ouais. Donc, c'est le chiffre que vous aviez donné. Donc, c'est quoi seriez-vous en mesure, c'est peut-être une question qui se pose plus au conseil qu'à vous-même, mais quand même, c'est quoi l'étape suivante par rapport à l'enclenchement de chacun de ces projets-là? Parce que 34 millions, c'est un gros chiffre, là. Hein? Oui. Présentement, c'est quoi le solde de notre dette de la municipalité présentement? On est à, c'est 5 ou 6 millions, là. OK. Donc là, on le multiplie par 600 le dette de la municipalité. Ouais. Alors, c'est quoi l'étape suivante pour l'aller de l'avant sur chacun de ces projets sur le 34 millions? Est-ce qu'il y a une consultation publique par rapport à chacun ou y a-t-il certains projets qui vont faire en sorte que le conseil, où vous allez vous-même revenir à la charge? Peut-être nous parler un peu de... Bien, là, je ne peux pas parler au nom du conseil. Dans le fond, là, si on. Le 34 millions, là, il est là. Tu sais, je pense que ça, là, je maintiens que c'est peut-être la diapo la plus importante, là. Il y a des problématiques sur le territoire à l'heure actuelle, là, des enjeux de sécurité, là, il y en a pour 9 millions. Ça, c'est le rouge. C'est le rouge. OK. Des enjeux environnementaux, essentiellement, c'est barrages ou bassins de sédimentation. Il y en a pour 1,2 million, mais on a 3 projets. On n'a même pas les chiffres à l'heure actuelle. OK. Les projets de réfection de chemins collecteurs, 8,9 millions. Collecteurs secondaires, 1,2 million. Chemins locaux, 550 000. Puis les chemins en gravier, 8,5 millions. Bon, acquisition de propriété, 5 millions. Ça, je pense que le conseil pourra prendre les décisions qui lui reviennent, mais parce que vous n'étiez probablement pas arrivé, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est 34 millions, ça ne tient pas la route. Ça, là, c'est une certitude. Les citoyens ne peuvent pas absorber 34 millions en 2, 3, 4, 5 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bien, Faut faire des choix. ben oui, il faut faire des choix. Il faut dire où on met nos pions puis combien de pions on met. Si la capacité de payer des citoyens, là, la ligne est. Moi, là, je vais vous le dire en toute franchise, là, je pense qu'à 3, 4, peut-être 5 millions de dollars par année, je pense que c'est viable. OK. Bien, faites le calcul, là. 4-5 millions par année, on les met où? Est-ce qu'on règle les enjeux de sécurité en premier? Ça rendu là, ça devient des choix politiques. Non, définitivement. Ouais. Mais il y a aussi, ça revient aussi à la capacité d'absorber ces coûts-là. Oui, Tout à fait. À 3, 4, 5 millions par année, c'est beaucoup mieux que 24 millions dans 2 ans. absolument. Même, c'est peut-être un document choc pour faire en sorte qu'on revient à peut-être un montant. En tout cas, OK. Mais ce Des que j'ai choix. aussi dit en introduction, c'est que tous les projets là-dedans, il y a quelqu'un probablement dans la salle qui tient à son projet. Oui, mais ça, c'est la réalité. Hein? Oui, Yeah. mais le conseil a malheureusement. Ben, il faut qu'il fasse des choix. Hein? Ouais. C'est la raison Je pour lui laquelle on les a souhaite élus, n'est-ce bonne pas? chance. Merci. Merci. Merci à vous. J'ai une question qui nous vient. Il y a un monsieur ici qui a manifesté de l'intérêt. Venez vous installer. Mais il y a une question qui nous a été posée à partir de Facebook de la part d'Isabelle Laroche. Y a-t-il beaucoup de municipalités qui n'ont pas de taux de taxes variés, à ta Et- connaissance? C'est une bonne question. À ma connaissance, non, très peu. Parfait. Monsieur? Oui, mon nom c'est Ron Drennan. J'ai 2 petites questions puis un peu plus grandes. J'ai noté que le projet de Filion-Fournel, c'est 1 plus 4 millions pour 5 millions. Quand que le budget est approuvé, on parlait de 9 millions. Comment ça se fait qu'il est maintenant coupé en 2? À cause de la subvention. Moi, j'ai mis les chiffres.
Là-dedans, j'ai mis les chiffres de ce qu'on va devoir réellement emprunter. Effectivement, le projet Filion-Fournel est plus près de 9 millions, mais on a un gros morceau de subvention. Donc, pour vous donner une image précise, j'ai enlevé les subventions. Tout ça, c'est enlevé les subventions. Oui. Deuxième question, vous avez parlé de 5 millions pour l'achat d'immeubles ou de terrains ou quelque chose comme ça. De propriété, oui. On parle c'est un gros chiffre, ça, pour acheter des terrains. C'est quoi ça? Vous comprenez, M. Drennan, que je ne peux pas vous le dire parce qu'il y a des discussions de nature confidentielle à l'heure actuelle au conseil municipal. Ce n'est pas fait. Il n'y a pas de décisions qui ont été prises. Mais le conseil est bien au fait qu'il y a des citoyens dans la population qui souhaiteraient que des terrains, des propriétés soient acquises par la municipalité. Donc, le chiffre, il est là. C'est une intention. Hein. J'ai parlé c'est quoi l'objectif du PTI? C'est des intentions. Donc, pour l'instant, au conseil, il y a des intentions de l'ordre de 5 millions de dollars d'acquérir des propriétés. Est-ce que c'est fait? Pas du tout. Mais c'est des intentions. Vous avez parlé d'autres sources de revenus. Et j'ai aussi noté que la plupart des dépenses, on parle des chemins qui sont dégradés. Mais moi, je note, parce que j'habite sur le chemin Saint-Anne-des-Lacs, que la dégradation est souvent causée par des gros camions qui viennent ici pour faire de la construction. Je ne suggère pas qu'on met un poste de péage pour les camions en bas de la côte, mais il y a des taxes que le gouvernement fédéral et provincial reçoivent, peut-être l'essence ou d'autres taxes. Et je me demande si on peut, d'une façon ou d'une autre, les 61 maisons construites l'année dernière, si nous pourrions avoir des revenus pour payer pour les chemins, pour les dommages causés par les camions qui ont endommagé les chemins. Je ne vais pas répondre pour Mme Mulcair, là, mais elle avait un projet d'imposer un frais de croissance, là, qui est une modalité prévue dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, si je ne m'abuse. Finalement, le projet n'a pas abouti là, pour différentes considérations. Est-ce que le conseil voudra se relancer? Parce que le frais de croissance, c'est un peu ça. C'est de venir surtaxer un nouveau venu en disant, mais là, tu viens ajouter une pression sur mes infrastructures, donc Exactement. tu vas devoir mettre la main dans ta poche. Faudrait en parler au conseil. Merci. Merci à vous. J'ai une autre question qui nous vient du virtuel. C'est Mme Jeanne Cavana. Bon, avec tous les projets à venir, ce serait intéressant de taxer les commerces à un plus haut taux, comme dans la plupart des villes. En fait, ce n'est pas une question, c'est plus un commentaire qu'on va prendre en note, qu'on garde en note. Et on a quelqu'un d'autre. Approchez-vous, je vous en prie. Bonjour, Robert Courteau. Alors, premièrement, merci pour vos présentations. J'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est de la transparence, puis c'est très, très bon. Ça apporte une communication. La dernière fois qu'on a eu une présentation, ou une des dernières fois qu'on a eu une présentation sur les chemins, on nous a présenté ceux qui étaient en état critique, on en avait 57 %. On est arrivé à un chiffre de 50 millions de réfection. Sur 3 700 citoyens, évidemment, c'est un chiffre astronomique. Alors, on ne peut pas se permettre ça. Et ça serait intéressant d'avoir une discussion politique avec des gens politiques pour dire comment est-ce qu'on fait pour prendre ces décisions-là. On parle du 34 millions, on dit que le 34 millions n'a pas d'allure, mais votre 8,9 millions, il y a 5 projets qui ne sont pas chiffrés là-dedans. On pense que le 8,9 va monter à combien? Ça peut être délicat pour moi de m'avancer, mais je vais aller voir c'est quoi les projets non chiffrés. On y arrive. Les projets non chiffrés. Écoutez, j'ai eu des chiffres cet après-midi. Là, bassin de sédimentation ici, là, on parle d'autour de 150 000, 200 000 $. Les murs, 98 lilas, 137 oliviers, même envergure, si je ne m'abuse. Drainage, inondation, ça, quand je vous parlais d'obligations légales tout à l'heure, ça, on n'a pas le chiffre encore. Donc, c'est ceux-là qui ne sont pas chiffrés. Fait qu'il y en a peut-être à vue de nez facilement pour...
2 millions additionnels, peut-être. Ouais, j'aurais dit 1,5, là, mais Ça, c'est difficile, là. 500 000. Alors on est à 11 millions à peu près, là. Si on regarde le nombre de catégories rouges dans les 2 prochaines années, selon mes petits calculs, on est à 3,7 millions sur notre 11 millions. Le reste, c'est les autres. Je pensais que c'était notre priorité numéro 1. Et c'est sûr qu'il faut distribuer la richesse dans différents projets, mais vous ne trouvez pas qu'il n'y en a pas beaucoup là-dedans. Puis, il y a des projets qui sont excessivement dispendieux, comme le garage municipal, la bibliothèque, l'hôtel de ville, qui, eux autres, sont sur la liste aussi, là. Comment on fait pour faire ces choix-là, que nos rouges ne passent pas en premier? Bien là, vous avez parlé de priorités. Les priorités, c'est le conseil municipal qui les établit. Si pour le conseil municipal, la priorité, c'est de régler des enjeux de sécurité, ça lui appartient. Mais moi, mon travail, c'est de faire une liste de tout ce qu'il y a à faire, de les catégoriser. Après ça, est-ce que c'est vraiment un enjeu de sécurité? Est-ce que ça n'en est pas un? Vous savez, l'hôtel de ville, je vais me permettre un commentaire, mais on pourrait argumenter longtemps, mais moi, je trouve qu'on offre des conditions de travail exécrables à nos employés, puis ça en est gênant, là. Donc, moi, je considère que c'est une obligation légale comme employeur d'offrir des conditions de travail décentes. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais il faut se poser la question, est-ce que la bibliothèque, est-ce que le garage municipal sont aussi prioritaires que l'hôtel de ville? Mais je suis d'accord avec vous, avec l'hôtel de ville, mais on dit que c'est une considération politique, alors je pense qu'on devrait avoir un débat politique sur le budget et les priorités, puis je ne veux pas vous mettre on the spot sur ça. Je vais vous mettre on the spot, par exemple, sur une autre question que j'ai, sur les taxes. Alors, si on peut revenir à la page des taxes, oui, celle-ci. Alors, là, on dit qu'on passe de 7 à 8,6 à 11,8. J'ai une question. Il me semble, puis je peux me tromper, que Sainte-Anne-des-Lacs avait une politique que lorsqu'il y avait des augmentations des rôles d'évaluation, il y avait un ajustement à la baisse des taxes pour que ça ait un impact nul sur les taxes municipales. Ce que vous nous présentez ici, ce n'est pas du tout le cas. C'est de dire qu'on est imposé à 100 du nouveau rôle municipal qui va faire en sorte là, que ça démontre une... je pense que ça mérite un débat politique. Absolument. Parce que c'est une pratique de Sainte-Anne-des-Lacs. On est fiers d'être un petit village champêtre avec des taxes qui sont raisonnables. On comprend très bien, puis on apprécie votre présentation sur le fait qu'on est en retard dans nos projets. Puis il faut récupérer ce retard-là. Mais je ne suis pas certain que les citoyens sont d'accord avec des augmentations de 7, 8,6, 11,8, puis qu'on se fait dire que ça ne nous coûtera pas plus cher. Ça va nous coûter plus cher parce que notre rôle d'évaluation va monter. C'est plus un commentaire éditorial qui mérite une discussion politique, je crois, parce que je ne suis pas certain que les citoyens vont être d'accord avec ça. Absolument. Moi, ce soir, j'ai pas. Vous parlez d'une. Ce n'est pas une politique, c'est une pratique à Sainte-Anne-des-Lacs d'avoir procédé de cette manière-là. Oui. Moi, ce soir, tout ce que je fais, c'est j'ai pris tous les projets à faire, voici l'impact. Après ça, si en 2024, le Conseil désire rééquilibrer, ça lui appartient. Non, je comprends, mais je pense que c'est important pour les gens qui suivent peut-être pas ça depuis plusieurs années de dire que c'est une pratique à Sainte-Anne-des-Lacs d'équilibrer. Puis là, dans cette présentation aussi, c'est pas ce qu'on dit, on dit pleine imposition du nouveau rôle d'évaluation. Merci. Oui, monsieur ici. Juste pendant que vous vous en venez, j'ai une question qui nous vient de Hélène Deslauriers en virtuel. À quand la reconstruction du chemin des Chênes? Est-ce qu'il est sur la liste, celui-là? Est-ce qu'il est daté? Il n'est pas sur aucune liste. Okay. Mais peut-être une chose, par exemple, dont on a parlé, c'est que ce n'est pas parce qu'il n'est pas sur la liste maintenant, qui concerne 2022-2023, qu'il ne le deviendra pas sur la liste éventuellement de 2024 ou 2025. Effectivement, mais les millions s'ajoutent.
Ah, absolument. Ça, je comprends très bien. C'est comme aller chez Costco, ça. Plus tu passes d'allée, plus ça coûte cher. Oui, monsieur, allez-y. Oui, mais ici, on n'a pas de carte de membre. Non, non, c'est ça. Alors, merci premièrement. Ça a été très instructif. On voit qu'il y a beaucoup de chiffres. Monsieur Gadebois, ça me fait de la peine pour vous parce que c'est toute une affaire. Je vous comprends. On dit en affaires souvent qu'une vision stratégique sans un plan ou un budget, c'est juste un rêve. On dit également qu'un budget ou un plan sans une vision stratégique, c'est un cauchemar. Je suis très inquiet par ce que j'entends sur tous les projets qu'on voit, qui sont des beaux budgets, des beaux plans, mais j'entends également des propositions au point de vue stratégique de vision pour notre municipalité. Je me pose la question, si on voit un moratoire qui vient d'avoir lieu, nouveau plan d'urbanisme, nouveau plan d'environnement, nouveau règlement, les enjeux sociaux, la crise du logement, on est-tu en campagne ou on est en ville? Ça, c'est tous des sujets que soit nos élus ont apportés ou des citoyens ont apportés à nos élus. On est dans une situation où on a des questions au point de vue stratégique très importantes que la municipalité se pose, que les citoyens se posent. Compte tenu que ce qu'on a vu, ça donne 30 d'augmentation de taxes sur les prochains 3 ans, et ça, c'est seulement pour 40 de tous les projets, compte tenu qu'on entend parler de possiblement 5 millions de dollars en expropriation pour acheter des terrains, des terres, des projets, des immeubles. Et ça, je peux vous assurer que les citoyens, généralement, n'aiment pas se faire exproprier. Toutes ces choses-là, ça va mener définitivement à de l'angoisse, puis des besoins de communication, puis de s'assurer qu'on est sur la bonne voie. Je propose humblement que toutes ces décisions-là financières doivent être prises, spécialement les urgences, mais seulement dans un contexte où le plan global a été étudié, débattu, consulté, qu'on ait tous la chance d'en prendre connaissance, et chapeau, vous attirez des gens qui d'habitude ne viennent pas à ces réunions-là comme moi, parce que oui, on commence à voir ce qui se passe, et vous avez besoin de contributions, on est prêts tous à contribuer, des idées, des concepts et du feedback. Je crois que ce travail-là de consultation doit avoir lieu avant tout. Et ça va faciliter la tâche pour la permanence et le personnel. Le deuxième point, si je peux me permettre, c'est un point et une question. Quand on parle justement du personnel et la permanence, mon expérience personnelle, je peux vous dire que lorsqu'un citoyen consulte et vient en contact avec les employés de la municipalité, la relation est excellente. On a des réponses, c'est des gens de qualité, des gens qui connaissent leur matière, à tous les niveaux. Puis on est en mesure de faire avancer les dossiers, de comprendre les dossiers, également de comprendre les enjeux, ce qui fait en sorte qu'il y a une tolérance, une patience ou des conseils qui suivent. Dans le contexte actuel, où il y a une grande pénurie de main-d'œuvre, on sait que c'est difficile de recruter du monde, on sait qu'on veut leur donner des très belles conditions dans des immeubles et tout. Mais je veux signaler aussi que le niveau de suivi dans les dossiers avec la municipalité peut avoir des délais. On commence à avoir des délais qui se rallongent. Ça devient de plus en plus difficile de rejoindre les gens. Puis je ne parle pas seulement pour moi-même. En parlant avec beaucoup de citoyens, on éprouve la même situation. Et ce n'est pas une plainte, c'est un constat. Et on se dit, c'est normal, regardez tous les projets, regardez le travail que notre permanence a. On sent que les employés sont de plus en plus surchargés. C'est probablement, justement, une augmentation des demandes de permis, de dérogation, de consultation, de questions. Puis peut-être la COVID n'a pas aidé dans tout ça. Alors, quand on met tout ça ensemble, je pense qu'il y a beaucoup de pression à livrer. Puis je me demande, est-ce que dans tout ça, on peut s'assurer, avant de penser aux gros projets sur 5-6 ans, on peut penser à supporter notre personnel, à les aider, à avoir plus d'employés temporaires ou peut-être même permanents, qui vont justement aider. La première question des citoyens, c'est à qui est-ce que je peux m'adresser pour avoir des réponses? Une fois qu'on a ça, je vous conseille fortement d'avoir des standards ou des dogmes de service qui vont nous dire combien de temps est-ce qu'on peut raisonnablement s'attendre avant qu'on ait une réponse, puis dans quel contexte on peut la faire. Une espèce de
de façon que les citoyens puissent savoir à quoi s'attendre. Avec ça, ça va nous éviter de faire des suivis, de déranger, de faire des plans en vain et vice-versa. Et ça va, je crois, amener à une consultation plus profonde, une bonne compréhension par les citoyens des enjeux que la municipalité a à faire face, pas juste le directeur général et les directeurs. Et là, la contribution sera un peu plus intéressante. Les élus vont pouvoir sentir qu'ils ont vraiment un impact. Et en bout de ligne, quand on fait tout ça, ma dernière remarque, on fait ça pour qui? C'est pour qui les 34 millions? C'est pour qui toutes ces choses-là? C'est pour les citoyens. Je vous conseille fortement de prendre une pause. Si on veut la nature à l'état pur, bien la nature, ça prend des pauses des fois. Il faut prendre une pause. Allez consulter, puis on pourra revoir tout ça en temps et lieu. Merci. Merci infiniment. Très apprécié. Oui, juste une petite seconde. J'ai une question qui nous vient d'Internet, de Facebook. Michael Coursol, il y a souvent des soirées d'information, mais on ne peut jamais, dans aucune d'entre elles, parler des décisions politiques ou sur les intentions, volontés des citoyens. À quel moment sera-t-il possible de questionner les priorités de ces projets? Bien, je pense que ça rejoint un peu ce que nous disait monsieur ici. De prendre une pause, mais pas juste prendre une pause, je pense. C'est aussi d'enclencher un autre niveau de consultation, d'enclencher un autre niveau d'information. Ce qu'on a mis en place, moi, je pense que c'est la base. Et moi, je suis un peu d'accord avec ces commentaires-là, d'élargir la participation. Bougez pas là. Il y a monsieur là. Oui, juste après monsieur. Allez-y, allez-y. Elle est courte, votre question, hein? Certainement. Vous avez parlé tantôt... Vous êtes, monsieur... Merci, monsieur Beauregard. Beauregard. Vous avez parlé tantôt des projets de l'ordre de 34 millions de dollars. Il y en a 25 j'ai bien compris, qui touchent les routes, là, à peu près 9 millions. Je me demandais si le montant, tout le monde dit, bon, c'est un gros montant, 34 millions, mais il n'y a pas un lien avec le fait que le taux de taxation a toujours été très faible à Sainte-Anne-des-Lacs et qu'on s'est peu occupé de ces infrastructures et qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup de rattrapage à faire. Je ne voudrais pas répondre. C'est une question d'ordre politique, là. J'ai remarqué que vous n'étiez pas un politique, mais un directeur général, et vous avez une bonne vision des dépenses, toutes les dépenses d'investissement qu'on a fait depuis plusieurs années. Est-ce que vous considérez que c'était à la hauteur d'un entretien normal, par exemple, de nos routes? Non. Voilà. Monsieur, oui. Tout de suite après. Non. Bonjour, M. Godbois. Mon nom, c'est Walter Assatourian. J'avais mentionné dans votre budget que vous avez un budget de 5 millions pour l'acquisition des terrains. Est-ce que vous êtes capable de m'expliquer comment ça se fait ce budget-là arrivé? C'est décision de conseil, un conseil, plusieurs conseils, et comment ça se fait cette conseil-là politiquement était influencé d'avoir ce budget-là? En fait, le budget, c'est pas un budget. L'acquisition de propriété là, de l'ordre de 5 millions, c'est pas un budget. C'est des intentions d'acquérir des propriétés, puis ça peut être pour différentes raisons. Ça peut être pour fin de parc, ça peut être pour la préservation de milieux naturels. Donc, ça peut être toutes sortes de raisons. À l'heure actuelle, les discussions au Conseil, il y a des projets d'acquisition de propriété à la hauteur de 5 millions de dollars. Est-ce que ces projets-là vont vraiment être menés à terme? Ça se peut que non, pour différentes considérations. Peut-être qu'en cours de route, un projet va laisser tomber. Peut-être que... L'idée ce soir, c'est de vous montrer l'envergure de ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Ça, c'est des discussions au Conseil. Puis le Conseil tenait à ce que les propriétés, puis ils ne sont pas détaillés, puis je l'ai dit tout à l'heure, pour des raisons évidentes de juridiques, de ne pas miner d'éventuelles offres d'achat et ainsi de suite. Là, M. Frances a parlé d'expropriation. Si je peux vous rassurer,
ce n'est pas le cas. C'est vraiment des projets d'acquisition éventuelle de gré à gré. Mais même, je vous dirais que dans pas mal tous les cas, c'est très embryonnaire comme projet. Mais le conseil, pour avoir une idée juste, souhaitait que cette ligne-là soit là. Nous, on veut acquérir les propriétés X, Y, Z. On évalue ça pour l'instant à 5 millions de dollars. On tient à ce que ce soit dans le portrait. Parce que, je le répète, il y a des gens à Saint-Anne-des-Lacs qui tiennent à l'acquisition de propriétés. Donc, ça, c'est le défi que le conseil a, c'est que, je le répète encore, là, mais tout le monde a de l'intérêt dans un ou l'autre des projets. Et c'est là que ça devient excessivement difficile pour le conseil, puis je suis content de ne pas être à leur place. C'est que certaines personnes disent « Oui, il faut acquérir des propriétés pour la conservation. » D'autres disent « Ah, tel chemin, il faut les refaire, ils sont trop abîmés. » D'autres disent « Ah oui, un nouveau garage municipal, c'est important. » Fait que tout le monde tient à un ou plusieurs projets. Maintenant, comment faire pour répondre à ces besoins-là tout en dépensant de façon raisonnable? C'est là que le défi est très grand. Ça veut dire, à date, vous ne savez pas quel projet, c'est juste un budget arbitraire décidé par le conseil municipal? Non, il y a des projets, mais on ne veut pas les nommer pour ne pas nuire à des éventuelles négociations. Pourquoi vous ne pouvez pas nommer? Pour ne pas nuire à d'éventuelles offres d'achat ou... Par exemple, pour ne pas créer de surenchère sur un C'est ça. projet. D'abord, c'est certain, c'est quoi le budget pour... Vous avez déjà décidé, le budget, c'est le 5 millions, c'est pour quelle raison? Ce n'est pas un budget, c'est des projets. On souhaiterait acquérir les propriétés X, Y, Z, puis on pense qu'on en a pour 5 millions. OK. Merci. Merci à vous. Oui, monsieur. Non, juste une seconde, il y a monsieur derrière. Après ça, juste vous. Oui. Oui, bonsoir, je suis Gilles Pilon. J'avais deux questions, mais je vais garder seulement la deuxième question, puis je vais laisser passer la première parce qu'elle est plus d'ordre technique. Mais je vais plutôt me concentrer sur la suite de ce que M. Francis a présenté tout à l'heure. Je pense que Saint-Anne-des-Lacs est rendu à une croisée des chemins, là, sans faire de jeu de mots. Une étape où on doit décider qu'est-ce qu'on veut de notre municipalité. Pour paraphraser M. Molker, avec qui j'ai eu la chance, l'honneur de siéger sur le comité qui a préparé la politique sur l'environnement, on a continuellement, lors de nos discussions en comité, émis qu'est-ce qu'on veut à Sainte-Anne-des-Lacs? Une banlieue ou une campagne? C'est fondamental et ça doit être dans l'esprit des dirigeants de la municipalité de quel bord on va aller, à gauche ou à droite. Et quand on aura décidé ça, on sera un petit peu plus en ligne avec les choix des projets. Je comprends que la liste des 34 millions que vous avez là, c'est probablement tout à faire. Mais c'est épeurant. On est à peu près 3 700 000. Ça va-tu prendre 7 millions, ça va-tu prendre 750, 7 000 citoyens à Sainte-Anne-des-Lacs pour payer la facture? Je pense qu'il faut y penser. Si c'est pour nous amener à doubler la population pour se payer les chemins, les hôtels de ville, les garages municipaux, et ainsi de suite, est-ce que c'est ça qu'on veut? Il faut absolument, avant de choisir quoi que ce soit, y penser, consulter les citoyens et puis les amener dans la vision qu'on veut de cette municipalité. Quel est notre rêve? Qu'est-ce qu'on veut en faire de cette municipalité-là? Qu'est-ce que ça va avoir l'air dans 25 ans et dans 50 ans? C'est temps qu'on fasse ça. Autrement, on va scraper ce qu'on a de belle nature. La nature à l'état pur qui est ce slogan depuis une vingtaine d'années. Est-ce que les nouveaux citoyens qui sont établis ici, est-ce qu'ils sont conscients de ça? Sont-ils encore venus
pour la nature à l'état pur ou sont venus ici pour faire d'autres choses? Je pense qu'il faut en discuter. 61 nouvelles maisons qui sont construites là, dans un an, on n'a jamais vu ça. C'était plutôt autour de 10 à 15 à chaque année. Là, c'est 61 dans un an. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va avoir l'air dans 3 ans. Bon, alors j'aimerais que ce soit au sujet, mais c'est une discussion politique, bien sûr. Je suis certain que les élus ici présents vous ont entendu, M. Pilon. Mais pas seulement entendu qu'il va y avoir une action qui va suivre. Parce que ce que je vous dis, je ne suis pas le premier à le dire, et ce n'est pas la première fois non plus qu'on le dit. Il y a une vision, on en a travaillé une avec un groupe de citoyens ici il y a une vingtaine d'années. Merci. Et je pense que les démarches qui ont été entreprises depuis quelques mois par la municipalité prouvent qu'on s'en va dans cette direction-là. Et je trouve que votre question, M. Pilon, est très pertinente. C'est ça, c'est évident. Et qu'elle rejoint l'autre citoyen tout à l'heure qui parlait de vision. Qu'est-ce qu'on a comme vision pour Saint-Anne-des-Lacs au niveau politique? Moi, je pense que ce que j'ai vu, en tout cas, ce que j'ai constaté de l'extérieur, c'est que cette démarche-là de communication, d'information, elle s'est faite en étapes. Et là, oui, fort probablement qu'on est rendu à cette étape-là où il faut que l'ensemble des citoyens puissent s'exprimer sur ce qui se passe. Et c'est, n'oubliez pas que c'est le mandat fondamental d'un conseil municipal. Alors oui, moi je vous rassure, M. Pilon, là, oui, ils sont dans cette direction-là. Et ça ne prendra pas 20 ans avant qu'il y ait des actions qui soient posées. Je caricature, là, vous comprenez très bien ce que je veux dire. J'avais quelqu'un d'autre, puis il y avait monsieur qui voulait s'exprimer. Et madame, tout de suite après, c'est ça? Parfait. Allez-y, monsieur. Pouvez-vous ramener le tableau sur les scénarios hausse de la taxe, s'il vous plaît? Vous allez être plus confortable comme ça, vous, là. Oui. Pouvez-vous m'expliquer la différence entre, disons, année 22-23? On a une augmentation de 1,6, puis pourtant, ça représente, c'est le double, point de vue de la hausse, là. Pouvez-vous m'expliquer comment est-ce que vous êtes arrivé à ce chiffre-là? C'est une bonne question. Si on regarde l'année d'après, en 2024, 11,8, c'est plus bas que l'année précédente. Oui, probablement qu'il faudrait avoir le taux de taxe, parce que c'est basé sur le taux de taxe de 2021. Là. Ça, je veux bien croire, là, mais c'est parce qu'on parle de double, de oui, 157 à 300. Tout à fait d'accord avec vous. Okay. C'est une bonne question. C'est tout. Je n'ai pas la réponse. Je vais vérifier. Évidemment, on va publier ce document sur Facebook, sur le site Internet demain matin, là, mais je vais vérifier d'ici là. Est-ce qu'on a ces coordonnées pour oui, un oui, courriel et tout ça? On a tout oui. ça. Madame? Ah, il est connu, excusez-moi. Je ne pensais pas qu'on... Il est connu puis il est serviable. C'est bon, ça. Jacinthe Liberté. Question très technique. Évidemment, vous savez, je suis à tous les conseils municipaux. On parle d'adoption pour des projets de subvention. Ici, on en parle. On n'en a pas parlé beaucoup, mais moi, ça me titille depuis un certain temps. C'est-à-dire subvention pour les chemins, subvention pour une future bibliothèque, subvention pour tel projet. Je me dis, à un moment donné, le gouvernement va dire, il va faire, bien là, c'est le gouvernement qui est en train de reconstruire cette municipalité-là, et de un. Et ma crainte est que nous avons des élections, bon, pas fédérales, mais provinciales à l'automne, ce qui fait que, est-ce qu'un changement de gouvernement peut dire et arriver à dire, on arrête les subventions ou on en donne moins parce qu'ils sont... ou bien non, ce sont des subventions qui sont là, qui sont récurrentes, qui resteront toujours là. En tout cas, le terme subvention et toute la technicalité qui tourne autour de ça, vous le dites, ça prend beaucoup de temps. On arrive à quoi avec ça? Parce qu'on se rend compte qu'au bout de la ligne, les subventions nous aident beaucoup. Oui, effectivement, c'est une bonne question. Ce qui est...
La problématique avec les subventions, c'est que notre projet doit être on doit être prêt à construire pour faire une demande de subvention. On se souviendra que la municipalité avait fait une demande de subvention pour la nouvelle bibliothèque en 2019. Je venais tout juste d'arriver. Le projet n'était pas assez avancé. Pourquoi il n'y a jamais eu de réponse de cette subvention-là? C'est que quand le ministère a regardé le projet, le règlement d'emprunt, ce n'était pas fait. Donc, quand je vous ai montré tout à l'heure le processus, la demande de subvention vient à la fin. On a besoin d'un projet. On doit savoir qu'est-ce qu'on va construire, combien ça va coûter, où on va le construire. Faire une demande de subvention en disant « Ah, ouais, on a besoin d'un nouveau garage municipal, là, pour ne pas le nommer. Monsieur Jamati, récemment, m'a dit « Oh, il faudrait faire une demande de subvention, là, il y a un nouveau programme. » Je dis « Oui, mais c'est quoi le projet? Il est gros comment, le garage? Il va coûter combien? On le met où? » Puis là, c'est ça. C'est pas... ça, c'est du temps qui va être mal investi parce qu'on risque d'être, malheureusement, comme ce qui s'est passé en 2019 avec la bibliothèque, refusé parce que le projet n'était pas assez avancé. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Filion-Fournel, il y avait eu une demande de subvention en 2017. On avait refusé de de débuter les plans et devis. On n'a jamais eu de réponse. Quand M. Jamati est arrivé, on a réouvert le dossier, on a fait faire des plans et devis. Oh, on a eu la subvention. Donc, c'est complexe, les demandes de subvention, c'est beaucoup de temps, puis souvent, il faut l'avoir avancé, le projet. Donc, mais non, le ministère ne va pas nous dire vous en demandez trop, on va arrêter de vous en donner. On est une petite municipalité, donc on est privilégié. Ceci dit, votre question tombe à point, là, ça va avoir l'air arrangé, mais ça ne l'est pas. Le ministère des Affaires municipales donne un indice d'effort fiscal à chaque municipalité au Québec. Cet indice d'effort fiscal-là, plus il est bas, plus le ministère considère que la municipalité n'a pas besoin d'aide. Notre indice d'effort fiscal à Sainte-Anne-des-Lacs, il est à 60. Ça ici, j'ai pris le tableau qui est utilisé pour la demande de subvention qu'on vient de déposer pour l'hôtel de ville. Donc, vous voyez, nous, là, c'est pas drôle, là. Regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 strates. Bien, nous, là, notre indice d'effort fiscal, il est à 60. Donc, malheureusement, on est financé juste à 60 %. On ne peut pas avoir plus. La majorité des subventions au gouvernement du Québec, ça fonctionne comme ça. Donc, le ministère, puis écoutez, on pourra en débattre tant qu'on veut, le ministère considère qu'on est trop riche. Et trop riche, là, c'est le calcul entre taux de population, richesse foncière uniformisée, nos résidences valent cher à Sainte-Anne-des-Lacs. Donc, ça fait en sorte qu'on a un indice d'effort fiscal de 60, qui est, vous voyez là, on est loin de 100. Puis regardez, là, il y a des municipalités au Québec là, qui vont sortir à plus de 500 points. Ça veut dire qu'eux, quand ils vont demander la subvention, bien, ils vont avoir droit à une subvention de 85 %. Nous, on n'aura jamais ça. Fait que ça, c'est une réalité. Encore là, on peut... Peut-être quand on va arriver à nos 34 millions, non? Comment? Peut-être quand on va arriver à nos 34 millions. Bien, quand je disais tout à l'heure, on a une petite dette dans nos livres, ça fait qu'on a un petit 60. C'est plate à dire, là, mais on a des millions de dollars à mettre sur nos infrastructures. Fait que la dette est là, là. Dans l'étoile là, que vous avez reçue sur le budget, il y avait un iceberg, là, c'est exactement ça. Notre dette inscrite au livre, elle est petite, mais notre dette réelle, on vient d'en discuter ce soir, puis ce 60-là, il en témoigne. À Québec, là, eux, ils regardent les livres, hey, ils ont une toute petite dette. Subvention, ils vont avoir le moins possible. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça pour tous les programmes de subvention. Le fédéral est beaucoup plus généreux. Il n'utilise pas ce système-là, mais il y a moins de subventions fédérales. Quand il arrive une subvention, il faut en profiter. Il faut déposer une demande, mais il faut avoir un projet ficelé. Des fois, là, on nous demande même d'avoir déjà la confirmation du règlement d'emprunt pour demander une subvention. Ça, il faut être vraiment très avancé, là. Ça veut dire qu'il faut que les citoyens aient accepté le projet, il faut qu'on ait un montage financier, un terrain pour construire. Il faut être très avancé. Fait que juste de partir de l'idée en se disant « Ouais, on pourrait demander une subvention pour tel projet. » Wow. Là, on l'a fait là, récemment pour un jeu d'eau, là. On est mal pris, là. On a eu 100 000. Là, bonne nouvelle, on a 100 000 de subventions. On ne sait même pas où on va le mettre. Tu sais, tant mieux, là, l'argent électoral entre vous et moi, là. Mais
Tu sais, c'est pas la bonne manière de faire. Là, on a un beau problème. On a 100 000 pour un jeu d'eau pour les enfants, mais on n'a pas de terrain. Fait que c'est pas la bonne manière de faire. Il faut choisir un terrain, se faire un concept, un budget. Et là, on ira demander la subvention. Mais bon, là, on l'a eu. Puis, regardez, ce qui va peut-être arriver, c'est qu'on va dire, bien, merci, gouvernement du Québec, mais on ne fera pas notre jeu d'eau. Ça se peut que ce soit ça, mais c'est triste, là. Mais... Pour continuer dans la même ligne de pensée que la banlieue versus la nature, etc., ce qui a été discuté, moi aussi je faisais partie du comité de la politique environnementale. J'ai assisté à la rencontre citoyenne de la semaine passée qui nous parlait de la réglementation, puis qui sous-entendait là aussi, est-ce qu'on est dans la banlieue ou est-ce qu'on ne l'est pas, qu'est-ce qu'on veut pas, la municipalité. En fin de semaine, il y avait la conférence annuelle de la BVLAC où on a eu une très belle présentation sur la forêt, l'ingénierie et la foresterie. Là aussi, on parle de qu'est-ce qu'on veut à Sainte-Anne-des-Lacs. Mon seul problème, c'est qu'on a demandé depuis tantôt des consultations, mais où sont les citoyens? Ça, c'est la problématique. Puis peut-être que beaucoup de citoyens, et puis je ne veux même pas avoir 5 000 personnes, M. Pilon, pas autant que ça, mais je me dis, on est tous concernés, autant les uns que les autres, et puis on se retrouve ce soir et la semaine passée avec une vingtaine de personnes tout au plus. Moi aussi, je veux une discussion politique avec les élus, mais il faut que les citoyens soient au rendez-vous. Donc, ça se dit, ils vont l'entendre, le monde va l'entendre ce soir, mais aussi, il faudrait peut-être voir la municipalité de quelle façon on pourrait promouvoir l'importance. Moi, je m'attendais à avoir énormément de personnes ce soir, vu qu'on parle de finances, ce qui n'est pas le cas. Donc, il faudrait peut-être voir comment on peut aller chercher ces gens-là éventuellement. Merci. Disons qu'on est en train, justement, là, de mettre en place des approches, des méthodes, des façons de faire pour rejoindre le plus de gens possible. Il y a Jessica, que vous ne voyez pas, là, mais qui est dans le Jubé, qui s'occupe des communications ici, qui est très efficace. Et qu'une grande partie de son travail, c'est justement de réfléchir à des moyens de rejoindre le plus de personnes possible. Le Café des élus, le 18 juin prochain, effectivement. Oui, exact. Effectivement. Jessica est sur le dossier là, pour mousser la publicité. Alors, on se sert de choses traditionnelles, de moyens traditionnels, comme de moyens plus modernes, avec c'est juste la diffusion qu'on fait actuellement en Facebook Live et que les gens ont la possibilité de le revoir dans son entièreté. C'est déjà énorme comparativement à ce qui se faisait avant. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres moyens à découvrir, à inventer et à mettre en place. Mais moi, quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà de très, très beaux outils. L'Étoile est un super bel outil. L'infolettre est un outil que je reçois, moi, personnellement, puis que je lis attentivement. Moi, je ne veux pas être pessimiste, mais je ne suis pas sûr que, tu sais, quand on voit des taux de participation aux élections comme ils sont actuellement, avec des enjeux politiques, provinciaux et fédéraux comme on a, savez-vous quoi? J'ai plus d'illusions par rapport à ça. Moi, je me dis une chose. Comment? Bon, moi, mais moi, je suis comme la guerre des tucs. C'est pas parce que c'est la guerre qu'il faut que ça nous fasse mal. T'sais. En tout cas, ça, moi, je pense que peu importe le nombre, si la qualité des gens est au rendez-vous, comme on l'a ce soir, puis comme on l'a eu dans les 2 autres assemblées qu'on a faites, vous allez réussir. Moi, j'ai aucune inquiétude avec ça. Moi, je miserais sur la qualité de la réflexion de chacun d'entre vous. On vous a entendu ce soir encore. Moi, d'abord, je vous en remercie infiniment. Et ça donne confiance, cette qualité-là. Alors, moi, je ne m'en ferai pas avec le nombre. Vous avez raison, il ne faut pas baisser les bras, il faut agir, il faut mettre en place des choses. Mais
moi, personnellement, je n'ai pas d'attente en termes de nombre. J'ai une attente en termes de qualité, oui. Ça, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On vous remercie infiniment, encore une fois, de votre participation. Merci à Jean-Philippe Gadebois. Méchante prestation qu'il vous a faite là et toute la préparation qu'il y avait. Oui, ça vaut la peine. Merci également à Jessica pour avoir surveillé, maintenu et nous avoir fait correspondre avec les gens là, qui étaient en Facebook Live pour des questions. Bon retour à la maison, soyez prudents.